La guerre de succession de Bretagne va être un vrai bordel. Ce n'est pas seulement une guerre interne à la Bretagne, elle va s'imbriquer dans la guerre de 100 ans. D'un côté, vous avez les Montfort, qui seront soutenus par les Anglais. Et de l'autre, vous avez les Penthièvre, qui seront soutenus par les Français. Les Français, Trublion. Et au cœur de cette guerre, une ville va particulièrement trinquer, Vannes. Il faut dire que le golfe du Morbihan est un point stratégique. Ah, enfin tu vas nous parler de sièges, de batailles, d'intrigues. Oui, Trublion. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors, avant de commencer, je me permets de faire un petit rappel des protagonistes. Mais si vous voulez mieux comprendre, je vous suggère d'aller voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Donc, d'un côté, vous avez Charles de Blois. C'est le mari de Jeanne la Boiteuse qui est elle-même la fille de Guy de Penthièvre. Guy de Penthièvre qui est le frère cadet, le frère numéro 2 de Feu le duc de Bretagne. Charles de Blois, c'est aussi le si cher cousin du roi de France. De l'autre, vous avez Jean de Montfort. Jean qui est le petit frère de Feu le duc de Bretagne. Et si vous avez bien suivi l'histoire, Jean de Montfort ayant été fait capturer et étant retenu prisonnier à Paris, celle qui reprend le flambeau pour lui, c'est Jeanne la Flamme, sa femme. Et sa femme, de son vrai nom Jeanne de Flandre, obtient le soutien de la Flandre. Logique. Et au vu des relations internationales, aussi celui des Anglais. Voilà. Et au milieu de tout ça, vous avez un couple, Olivier de Clisson et Jeanne de Belleville. Olivier de Clisson est gouverneur de Vannes et son rôle, c'est de protéger la ville de Vannes. Et je vous préviens, aucun de ces personnages ne sont des rigolos. Charles de Blois est un intégriste religieux, imbu de sa personne aux prétentions démesurées. Jeanne la Flamme, elle, tire son surnom d'un coup d'éclat qui fait d'elle une chevaleresse hors norme. Assiégée à Hennebont par Charles de Blois en juin 1342, elle galvanise ses troupes et les civils afin de repousser les attaques. Et une nuit, elle fait une sortie à la tête de ses troupes, met le feu aux tentes des troupes adverses et parvient avec 600 chevaliers à atteindre Auray et au final à libérer la ville. Chevaleresse? C'est le féminin de chevalier. Mais elles étaient nombreuses? À l'époque, beaucoup de femmes prenaient les armes en l'absence de leur mari, et elles n'étaient pas plus mauvaises que d'autres en stratégie militaire. En revanche, rares furent celles qui y consacrèrent leur vie. Et Jeanne de Belleville? Alors, Jeanne de Belleville, c'est un peu mon personnage central, et elle va monter en puissance au fil des épisodes. Et comme je voudrais pas tout vous divulgacher, mais revenons au siège de Vannes. Dans cette histoire, le premier qui va venir mettre la pagaille, c'est Charles de Blois. En 1342, Charles de Blois revient mettre à feu et à sac les faubourgs de la ville avant de mettre le siège. Et les vannetais sont vannés. Très drôle, mais pourquoi tout mettre à feu et à sang? Eh bien, crois-le ou non, ils n'ont qu'une seule revendication. Ils demandent qu'on leur remette Geoffroy, Geoffroy de Malestroit. Il serait montfortiste, figure-toi. Et donc, après avoir tout détruit, Charles de Blois frappe à la porte de Vannes, les portes de Vannes s'ouvrent, mais Geoffroy de Malestroit a déjà fui. Et de 1, premier siège de Vannes. Mais où a bien pu fuir Geoffroy de Malestroit? Eh bien, à Hennebont, pour tout cafarder à Jeanne la Flamme. Et la réaction de Jeanne ne va pas se faire attendre. Elle fait appel à Robert III d'Artois, qui débarque avec 10 000 hommes, pendant que Jeanne la Flamme débarque avec une centaine d'hommes d'armes et une centaine d'archers. La nuit est tombée sur Vannes, et de grosses fumées se dégagent de devant la porte de la ville. Les soldats de Vannes accourent vers les flammes et délaissent une part des murailles. Une petite troupe montfortiste passe les murailles. Et au lieu de rester discrets, ils font un vacarme de tous les diables. La ville est prise de panique, elle se pense envahie, les habitants se ruent hors des maisons et fuient. Les défenseurs qui n'auront pas fui, eux, se feront massacrer. Nous sommes le 3 octobre 1342, Jeanne la Flamme a remis la ville sous son giron. Elle n'y reste que 5 jours, n'y laissant qu'une garnison, commandée par Robert d'Artois.
et de 2. Deuxième siège de Vannes. Mais que fout le gouverneur de Vannes? Ah ben, notre brave Olivier de Clisson est désemparé. Il n'était pas là pendant les 2 premiers sièges de Vannes. Il était parti pour un voyage qui lui paraît un peu sans intérêt maintenant. Et lorsqu'il revient, il retrouve sa ville occupée par les troupes montfortistes. Alors ok, en tant que Breton, il souhaite que la Bretagne reste indépendante. Mais la fin justifiant les moyens, Olivier de Clisson s'allie à Charles de Blois. Cela lui permet de lever une troupe de 12 600 hommes. En chemin, il est rejoint par Robert de Beaumanoir, et lorsqu'il arrive sur les remparts de Vannes, que voulez-vous? Jeanne Laflamme est partie depuis longtemps, ne laissant que Robert d'Artois et une petite garnison. De plus, ils n'ont pas eu le temps d'appeler les renforts, ni même de réparer la brèche qu'ils avaient créée. Donc, ils se rendent. Et de Troyes, 3e siège de Vannes. Vannes est redevenu bléiste? Alors oui, mais il faut vite le dire. Les hommes de Charles de Blois sont des rustres. La ville est une nouvelle fois pillée, tout petit détail comme ça, mais qui n'est quand même pas franchement apprécié par les Vannetais, et encore moins par Olivier de Clisson. Quant à Robert d'Artois, on n'en entendra plus jamais parler. Il reçoit, lors du 3e siège, une blessure dont il mourra quelque temps après. Et le 4e siège alors? C'est là qu'intervient le roi d'Angleterre, Édouard III. Il décide de mettre le siège à 3 villes, Rennes, Vannes et Nantes. Enfin, c'était son plan, parce que l'Espagne a décidé d'y mettre son nez. L'Espagne? Oui, la Bretagne à l'époque, c'est une plaque tournante du commerce. Et l'Espagne voudrait y réserver son précaré. Alors, Édouard III, il décide de diviser sa flotte afin de la sauvegarder. Une partie à Brest, une autre à Hennebont, et de concentrer tous ses efforts sur la ville de Vannes. Aïe. Et le 5 décembre 1342 commence le siège, et de 4. Le roi d'Angleterre ne fait pas dans la dentelle. Il commence par lancer un assaut qui dure plus de 5 heures. La ville tient. Mais le peuple a faim. Le peuple a peur. Olivier voit sa population épuisée. Les faubourgs sont de nouveau pillés. Les sièges se sont enchaînés. Alors Olivier de Clisson a décidé d'agir, coûte que coûte. Et il décide de tenter une sortie. Au vu de la personnalité de Jeanne de Belleville, sa femme, on peut imaginer sans mal qu'elle ne fut pas enchantée par cette décision. Faire une percée à travers 50 000 hommes, ce n'est pas être téméraire, mais désespéré. Et en même temps, l'objectif d'Olivier de Clisson est d'aller quérir de l'aide. Alors Olivier fait harnacher son meilleur cheval, monte dessus, tente la percée, se lance au galop en dehors de la ville et se prend la réalité en pleine tête. C'était pas faisable, il finit prisonnier des Anglais. C'est un prisonnier de prestige. Il est traité comme il se doit. Édouard III, le roi d'Angleterre, va essayer de tirer parti de cette invitée surprise. Il lui proposera, entre autres, d'être vice-duc de Bretagne. Vice-duc de Bretagne? Mais il est roi d'Angleterre et le duché n'est pas sous son autorité. Effectivement. Mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et la version officielle est qu'Olivier de Clisson refusera la proposition de ce perfide Albion. Parce que la Bretagne est indépendante et elle doit le rester. Et la version officieuse? Du côté français, c'est l'interrogation. Pourquoi Olivier de Clisson s'est lancé dans les bras de l'Anglais? Comment un homme peut-il être aussi stupide? Mais Jean, le fils de Philippe VI, offre une autre lecture de la situation. Et si Olivier de Clisson avait seulement retourné sa veste? De plus, ce siège fait tant de bruit en Europe que même le pape Clément VI décide de s'en mêler. Le 19 janvier 1943, la trêve de Malestroit est signée. Édouard III et Philippe VI signent une trêve de 3 ans et jurent sur l'évangile de la respecter. Et que fait-on lorsque l'on signe une trêve? On échange les prisonniers. On propose ainsi d'échanger Ralph, le baron de Stafford, contre Henri de Léon. L'accord est signé. Mais les Anglais ne libèrent pas Henri de Léon, mais Olivier de Clisson. Et je vous laisse imaginer la tête de Philippe VI. Pourquoi Olivier de Clisson? Ah, le goujat. Quoi qu'il en soit, dans la famille Clisson, c'est la fête.
Une fête qui finira en gueule de bois dès le lendemain, lorsqu'il découvre dans le port de Vannes des galères françaises. Mais c'était prévu dans le traité? Non, affaire à suivre.